le district de Rakai dans le sud-ouest de l'Ouganda. Encore un mort, encore un enterrement. Depuis que sévit la pandémie de sida, cela est devenu tellement fréquent que les gens peuvent à peine prendre le temps de s'absenter de leur travail pour pleurer leurs disparus. Après 20 années de guerre civile et de récession économique, l'Ouganda est devenu très vulnérable aux ravages du sida. Un adulte sur 6 est porteur du virus qui en est la cause. Des communautés entières ont été dévastées. Mais le sida n'est pas seulement une source de deuil. L'OMS prévoit que d'ici l'an 2000, 10 à 15 millions d'enfants de par le monde seront, à cause de cette pandémie, privés de leur mère et peut-être même aussi de leur père. Ce film montre la vie d'un village ougandais qui se bat pour résoudre la crise due à la multiplicité des orphelins chaque jour plus nombreux. À Kabonera, dans le district de Rakai, un enfant sur 8 a perdu au moins l'un de ses parents emporté par le sida. Partout en Afrique, une génération d'orphelins du sida est en train de grandir sans parents pour les guider et les soutenir. Pourtant, comme tous les enfants, ils incarnent nos espoirs en l'avenir. Comment trouver les moyens de les protéger et les prendre en charge? Autrefois en Afrique, il n'y avait pas d'orphelin parce que l'enfant appartenait à la communauté. Il appartenait au clan. En cas de décès de son père ou de sa mère, son plus proche parent s'en chargeait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Il y en a tellement qui sont morts, et en si peu de temps. Il est arrivé qu'à la mort des parents, quelqu'un se charge des enfants, puis ce quelqu'un est mort, lui aussi, et quelqu'un d'autre a pris la relève. Et puis ce quelqu'un est mort à son tour, et d'un seul coup, les enfants se retrouvent orphelins sans personne pour s'occuper d'eux. Ces 5 orphelins vivent tout seuls. Depuis plus d'1 an maintenant, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes dans la maison où ils ont vu mourir leur mère, puis leur père, emportés par le sida. Il fut un temps où cette vaste et fertile plantation nourrissait largement toute la famille. Maintenant, elle est en train de tomber rapidement en ruine. Dans un fouillis de mauvaises herbes, les enfants cherchent de quoi manger. Ce qu'avaient planté leurs parents à l'origine n'a pas encore entièrement disparu. Mais comme la brousse reprend le dessus, il n'en reste plus grand-chose et les enfants doivent se mettre à défricher une végétation luxuriante. L'aînée Véronica, qui est maintenant chef de famille, a 14 ans. Regardez comme les mauvaises herbes envahissent le carré de sorgho. Il n'y a personne pour le cultiver. Avant, ce n'était pas comme ça. Toute la plantation était bien entretenue. Maintenant, il y a de l'herbe partout. C'est le sorgho que nous avons planté lorsque papa était malade. Il nous a montré comment faire. Nous avons jusqu'ici récolté 3 sacs. La première récolte, on nous l'a volée. La deuxième aussi. Et ils ont même commencé de le faire avec la 3e. Alors nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Récoltons-le et faisons-nous un peu d'argent. Il y en a encore qui profitent de nous. Il fut un temps où le carré de café, aujourd'hui à l'abandon, était d'un bon rapport. Quand papa était là, nous récoltions habituellement 15 sacs. Mais aujourd'hui, nous obtenons seulement 5, parce que personne ne surveille les plants. De toute façon, on nous vole la plus grande partie de ce que nous récoltons. Les orphelins risquent également de perdre leurs terres.
C'est ce risque qui en dissuade beaucoup de quitter la maison de leurs parents, déclare Robina Kassada, administrateur du district de Rakai. Avant que le dernier des parents ne meure, il prévient ses enfants. Si je meurs, ne quittez pas la maison, parce que certains dans la famille ne pensent qu'à l'argent. Ils pensent que lorsque le papa ou la maman meurt, ils vont dire aux enfants qu'ils les aiment, qu'ils vont les emmener vivre chez eux. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est voler ce qui est aux enfants. C'est pourquoi maintenant, beaucoup d'enfants ne veulent pas quitter leur maison. Sans grande expérience et sans personne pour faire les gros travaux, les frères et sœurs de Véronica essayent de rentabiliser leurs terres. Tenir un ménage demande tellement de temps et d'énergie que de nombreux orphelins du sida sont obligés de quitter l'école et compromettre ainsi leur avenir. Malgré tout, ces enfants vont encore à l'école primaire. Une salle de bain construite par les enfants à leur taille. Aussi catastrophique que cela puisse paraître, la seule façon de survivre pour de nombreux orphelins, c'est de se débrouiller tout seuls. De la sorte, ils peuvent garder les terres qui leur appartiennent et ne pas être séparés. C'est Véronica qui a hérité du rôle de père et mère. Le plus dur, c'est de se lever tôt le matin et de les réveiller. Ils ne se lèveront pas tant que vous ne les appelez pas. Et puis c'est de rentrer leur faire à manger et même de laver leurs vêtements le samedi, parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Et ils ne peuvent pas non plus se laver eux-mêmes. Disons que tout ce que les gens font normalement est difficile. Pour prendre soin de ses frères et sœurs, Véronica va bientôt être obligée d'abandonner l'école. Pour faire vivre sa famille, elle a renoncé à vivre son enfance. Il me faut surtout travailler dur pour que les enfants n'aillent pas mendier leur nourriture dans le village. Quand papa vivait, nous n'en sommes jamais arrivés à ce point. Nous n'avons jamais manqué de rien parce qu'il avait l'habitude de nous dire « Si vous voulez à toute force quelque chose, vous irez le demander aux voisins. Et je ne veux pas que mes enfants aillent mendier. » Alors, si nous voulions quelque chose, ils nous l'achetaient et nous le mangions. Un point, c'est tout. Les épreuves pour les orphelins du sida commencent bien avant le décès du second parent. La famille de Semambo vivait à Entebbe, mais elle est rentrée à Kabonera lorsque le père de Semambo a été atteint du sida. 2 mois plus tard, il était mort. À 15 ans, Semambo a quitté l'école pour subvenir aux besoins de sa mère. Il travaille maintenant tous les jours de la semaine. Il pêche, il pioche et il ramasse du bois de chauffage. Lorsque mon père est mort, je me suis rendu compte que les difficultés commençaient vraiment. C'est vrai que je travaillais déjà, mais je savais que mon père était là et je n'en faisais pas lourd. Je ne m'étais pas encore mis dans la tête qu'il allait mourir ou que les choses allaient tourner ainsi. Et puis, mon père est mort. Alors j'ai commencé à en avoir de dur. J'ai commencé à travailler tout le temps et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que les ennuis qui me tombaient dessus étaient vraiment gros comme une montagne. Je fais tout mon possible. Mon problème maintenant, c'est que je cherche un travail. Mais en général, je vais en commencer un que je n'ai pas encore fini. Le peu que j'ai déjà gagné, quelquefois je l'ai déjà utilisé. Et puis après, on me dit qu'il n'y a plus de sel ou de sucre. Et tout au fond de moi, je commence à angoisser. Nabasula, la mère de Semambo, a elle aussi le sida. Et elle s'affaiblit maintenant de jour en jour. Les médicaments sont un poids supplémentaire pour le budget de la famille. Semambo et son jeune frère ont construit le fragile abri dans lequel ils vivent maintenant. Il n'y a pas grand-chose sur quoi dormir et le vent hurle à travers les orifices du mur. La maison fut de partout. Elle n'a jamais été très solide. Et lorsqu'il pleut, nous avons vraiment des problèmes. Ces derniers jours, j'ai recommencé à dormir un peu.
Mais pendant longtemps, je n'ai pas pu fermer l'œil, tellement j'avais mal. Je dors mal. La famille possède un peu de terre, mais elle est maintenant mal entretenue parce que Semambo travaille surtout pour gagner de l'argent. Le problème que j'ai maintenant, il faut que je trouve de l'aide, c'est que ma mère est malade. Elle ne peut même pas se tenir jusqu'à la bananeraie pour retourner un peu la terre ou mettre les pommes de terre ou le malacanta. Elle n'y arrive plus. C'est pourquoi j'espère trouver un travail unique afin que je puisse arrêter de piocher dans les villages pour me faire un peu d'argent. Comme cela, j'aurai un seul travail et je pourrai piocher un peu à la maison parce que tout est en ruine. Charles, le frère de Semambo, a 11 ans. Il veille sur sa mère, prépare les repas et gagne lui aussi un peu d'argent en faisant des petits boulots. Dans les familles touchées par le sida, les rôles des parents et des enfants se trouvent inversés. Et ce sont les enfants qui se démènent pour faire vivre leurs parents malades. Alors même qu'ils se battent contre la pauvreté, ces enfants ont encore la douleur de voir mourir un de leurs parents. À force de s'occuper des victimes du sida et de leurs familles, sœur Ursula Sharp en a vu des enfants pleurer. Les répercussions psychologiques sur les enfants, je pense que nous en savons très peu à ce sujet. Le seul point de comparaison que nous ayons, ce sont les orphelins de la guerre. Je me rappelle d'un couple, ils sont morts l'un et l'autre. Il est tombé malade le premier, puis après sa femme. Les quelques mois avant qu'elle ne meure. Elle avait 5 enfants. L'aînée était une fille de 11 ans. Et jour après jour, quand j'arrivais devant cette maison, je trouvais la porte et la fenêtre fermées en plein milieu de la journée. J'entrais et je trouvais ces 5 enfants autour de leur mère, couchés sur le sol. C'était vraiment curieux parce que l'aînée en particulier, lorsque la mère avait de la fièvre, elle avait aussi de la fièvre. Et lorsque la mère avait la diarrhée, elle avait elle aussi la diarrhée. Le mimétisme avec les symptômes de la mère était total. Semambo et Charles ont besoin d'une aide matérielle et d'un soutien psychologique pour pouvoir supporter cette période troublée de leur existence. Comme la famille de Véronica, ils ont au moins la sécurité que leur procure la terre sur laquelle ils vivent. Lorsque les orphelins n'ont ni terre, ni quiconque pour les protéger, ils peuvent sombrer dans le dénuement le plus total. De plus en plus, ils quittent la campagne pour la ville, dans l'espoir d'y trouver de quoi vivre. Là, ils commencent une nouvelle existence. Ils deviennent des enfants de rue. Georges et Kiza, son frère. Lorsque leur père est mort, il a été enterré dans son village natal où les garçons ont de la famille. Mais une fois l'enterrement est terminé, leur oncle leur a dit qu'il ne pouvait les nourrir et les a fait partir. Les 2 garçons ont gagné la ville de Liatonde où, comme les autres enfants de rue qu'ils ont trouvés, ils dorment à la dure, s'abritant dans des bâtiments vides ou à l'arrière des véhicules. Des sacs mis à leur décharge leur servent de literie et ils se lèvent tôt le matin pour éviter d'être découverts et battus. Comme ce sont des enfants de rue, ils sont pourchassés par les autorités locales qui veulent leur faire quitter la ville. Nous avions l'habitude de dormir dans les pneus de caravane, à même le sol. Et vous savez, ne rien avoir à manger. Une fois, je n'ai rien mangé pendant 4 jours. J'étais presque mort de faim et j'avais maigri. Alors je me suis dit, un fou qui mange des déchets, au moins il est vivant, n'est-ce pas? Alors je suis allé à la décharge et j'y ai trouvé une miche de pain. Elle était grosse. Je me suis précipité vers un point d'eau avec ma miche de pain, sans savoir qu'elle contenait de la mort au rat. Je me suis assis et j'ai commencé à manger. J'avais tellement faim que je n'ai rien senti. J'ai tout mangé. Et puis j'ai bu de l'eau pour faire passer. J'avais le ventre plein. Après, je me suis remis en route. 3 pas plus loin, j'ai eu tout à coup mal au ventre. Je me suis senti vaciller et j'ai commencé à vomir. De l'aube au couchant, les garçons cherchent du travail. Creuser des latrines, transporter des ordures et pousser des chariots pleins de bagages en échange de quelques sous. Mais ce n'est pas toujours fiable et parfois on ne les paye pas.
Les enfants de rue sont souvent maltraités. On les considère la plupart du temps comme une menace. Certains deviennent de pickpockets. Les filles se tournent souvent vers la prostitution. Beaucoup de ces enfants sniffent les vapeurs d'essence pour oublier le froid et la faim. Aujourd'hui, c'est Georges qui a eu la chance de trouver du travail. L'argent qu'ils gagnent est rapidement dépensé. Ce soir, ils mangeront bien. Demain, peut-être qu'ils auront faim. Combien seront-ils parmi ces orphelins d'Afrique à échouer dans la rue, n'ayant pour survivre, comme Georges et Kizza, que leur air de bravade et sur quelques espoirs tenus? Combien seront forcés de choisir entre la criminalité et la famine? À travers tout le continent, des orphelins se battent sans le soutien d'adultes pour surmonter leur faim, leur misère et leur chagrin. Ils sont en train de sacrifier leur éducation, de se voir spoliés de leurs terres et de sombrer dans le dénuement. Dans la deuxième partie du film, nous voyons comment il est possible de protéger ces enfants contre le flot de souffrances qui risque maintenant de les engloutir. C'est le début de la journée dans cet orphelinat ougandais. Cela a été une nuit inconfortable. L'Ouganda compte aujourd'hui près d'1 million d'orphelins. Pour répondre aux besoins créés par une telle situation, de nouveaux hommes d'enfants ont été créés. Il s'en est ouvert 4 à Rakai depuis 2 ans. Cet orphelinat, géré par une organisation confessionnelle locale, est mal équipé et manque de ressources. Il a rapidement accueilli 200 enfants. Bon nombre des orphelins de la guerre qui a sévi en Ouganda ont été élevés dans des orphelinats. Et ces institutions semblent offrir une solution évidente aux problèmes actuels. Pourtant, le pouvoir public et les organismes non gouvernementaux estiment que si elles ont parfois leur utilité pour assurer une prise en charge rapide, elles ne résolvent pas le problème à long terme. Nous comptons près de 30 000 orphelins dans notre district. La réaction immédiate est de dire « créez un orphelinat et prenez-les en charge ». Mais combien d'enfants allez-vous placer en orphelinat? 100? 200? Que se passe-t-il quand il y en a 30 000? Où les mettez-vous? Le gouvernement ougandais n'est pas favorable à la création d'orphelinats. Il estime que bon nombre de ces enfants ont une famille qui fait partie d'une collectivité. Et c'est à cette collectivité de les prendre en charge. Jolie Nyako travaille au ministère des Affaires sociales. Nous nous efforçons d'inciter les familles de ces enfants à s'en occuper et d'éviter qu'ils ne soient placés en orphelinat. Vous savez, nous avons adopté cette politique après quelques pénibles mésaventures. Il y a une dizaine d'années, les enfants qui vivaient dans les zones de conflit s'enfuyaient de chez eux à cause de la guerre et aussi parce que leurs parents mouraient. Et ils allaient se réfugier dans les centres d'accueil. Ils ont grandi dans ces centres et lorsqu'ils ont eu 15 ou 16 ans, on s'est rendu compte que personne n'avait apparemment songé à ce qu'ils allaient devenir. Essayer de les réinsérer dans la communauté qu'ils avaient quittée 15 ou 16 ans plus tôt s'est avéré très difficile, parce qu'ils s'étaient, d'une manière ou d'une autre, détachés de la vie de leur village et qu'ils avaient pris l'habitude de vivre dans une institution où la nourriture ne leur faisait jamais défaut. Vous savez, la cloche sonne et ils arrivent tous pour manger. Lorsqu'on les a renvoyés dans la communauté d'où ils venaient et qu'ils ont dû eux-mêmes trouver de quoi manger, cela leur a été très difficile. Certains orphelinats ougandais sont bien tenus, mais celui-là ne satisfait même pas les besoins les plus élémentaires des enfants. La nourriture est souvent insuffisante. Les enfants ont parfois été forcés de sauter des repas. Dans les locaux surpeuplés, les maladies se propagent rapidement et beaucoup d'orphelins ont la gale. Soucieux d'améliorer la qualité de la prise en charge assurée dans les orphelinats, le gouvernement ougandais procède à des inspections surprises.
Ah, bonjour, comment allez-vous? Soyez le bienvenu. Combien sont-ils à dormir ici? Environ une trentaine. 30 dans cette petite pièce. Oui, 30. Comment font-ils pour y dormir? Ils se débrouillent quand même. Si j'amenais ici un inspecteur des bâtiments ou un inspecteur de la santé, il ne fait aucun doute qu'il recommanderait de loger 6 enfants maximum dans cette petite pièce. En tant que fonctionnaire du gouvernement, j'estime que 24 de plus, c'est nettement plus que trop. Tous ces enfants sont-ils orphelins ou ont-ils de la famille? Ils ont perdu leurs parents. Les parents. Et ils ont une famille. Ne pensez-vous pas qu'il aurait mieux fallu que certains d'entre eux soient pris en charge par leur famille? C'est-à-dire que cela pose un problème. Parce que certains de leurs proches sont... Enfin, je veux dire qu'ils ont besoin d'être pris en charge. Nous espérons qu'ils le seront. Je veux dire tant qu'ils seront ici. Non, vous savez, le gouvernement insiste pour qu'un enfant soit élevé dans sa famille naturelle et non dans un orphelinat. Pourquoi ne cherchez-vous pas les proches de cet enfant? Et alors, vous pourriez peut-être aussi aider la famille à payer les frais de scolarité de 2 ou 3 enfants au lieu de les amener ici où ils peuvent facilement attraper des maladies. Bon, d'accord. Vous devez y réfléchir sérieusement parce que maintenant le gouvernement a élaboré une réglementation concernant les orphelinats. Et il ne fait aucun doute qu'à la fin du moratoire, vous savez le délai de grâce, cet orphelinat sera fermé. L'objectif du gouvernement, qui est de renvoyer les orphelins dans leur village natal, est certes très louable. Mais ces collectivités ont-elles de quoi les accueillir? Les organismes d'aide sont maintenant encouragés à trouver des formules susceptibles de renforcer les systèmes de soutien familial et de permettre ainsi aux proches de prendre ces enfants en charge. Nous avons réuni à peu près 200 membres de la communauté. Nous nous sommes assis et avons commencé à discuter pour déterminer quel était le véritable problème. À ma question, quelqu'un s'est levé et a répondu « Notre plus gros problème, ce sont les orphelins ». Et quelqu'un d'autre a déclaré « Notre plus gros problème, c'est la pauvreté ». Tous ont fini par dire « Les orphelins sont un problème parce que nous sommes pauvres ». Si nous ne l'étions pas, il n'y aurait pas de problème d'orphelins. Ce sont nos enfants, une bénédiction du ciel. Mais nous n'avons pas les moyens de subvenir à leurs besoins, ni même de les soigner ou de leur apporter le minimum vital. C'est pourquoi, à mon avis, si les familles pouvaient recevoir une aide qui leur permettrait d'augmenter leurs revenus, cela leur serait très très utile. La première chose à faire pour venir en aide aux orphelins dans le cadre de la collectivité est de noter où ils se trouvent. Sur l'initiative de l'Orphan Community-Based Organization, OCBO, les conseils de village du district de Rakai ont consigné ces informations dans un registre central. À Kabonera, ils recensent les orphelins les plus récents. Pour chaque enfant, il est indiqué lequel de ses parents est décédé et qui, le cas échéant, s'occupe de lui. Cette information cruciale est communiquée aux organismes d'aide pour qu'ils puissent intervenir. Dans les districts de Rakai, les frais de scolarité de 6 000 orphelins du sida sont déjà couverts. Ceux qui se trouvent en première ligne pour s'occuper des orphelins du sida dans la communauté sont souvent les grands-parents. Joséphine, qui est maintenant dans la soixantaine, est seule pour élever ses 25 petits-enfants orphelins. Elle a enterré ses 5 fils et filles qui auraient normalement dû subvenir à ses besoins pendant sa vieillesse. Une chose dont elle ne manque pas, c'est d'aide pour les tâches ménagères de tous les jours. Sous sa surveillance, tout le ménage est fait. Il y a 3 services de repas. En Ouganda, des familles aussi nombreuses deviennent monnaie courante. Afin d'aider Joséphine à s'en sortir, l'OCBO a fait le nécessaire pour qu'un organisme d'aide paye les droits de scolarité de tous les enfants.
Il leur fournit également un peu de sucre et de farine. Molly, qui travaille pour l'Okbo, rend visite régulièrement à la famille pour voir comment ils s'en tirent. Comment vont les enfants? Comme ci, comme ça. Certains vont bien, certains sont malades. Mais je vous remercie de venir m'aider parce que j'étais très inquiète. Ces enfants, j'en ai élevé les pères. Quand mes propres enfants sont devenus adultes, ils auraient dû élever leurs propres enfants. Mais maintenant, c'est moi qui dois une seconde fois élever des enfants. Quand ils tombent malades, je n'ai pas d'argent. Dites-moi, grand-mère, qu'est-ce que vous avez comme problème avec ces enfants? Pour les jeunes, je ne peux pas vous dire. Je suis la seule à savoir. Et quand j'étais malade, c'était drôlement dur. C'est jour et nuit qu'il faut que je me démène avec eux. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, je dois me lever 3 fois par nuit pour vérifier si les draps sont mouillés et à ce moment-là, les changer. Grâce à l'endurance de leur grand-mère, ces enfants ont un foyer. Mais Joséphine a besoin d'aide pour pouvoir tenir le coup. Manuel Pinto préside la Ugandan Community-Based Association for Child Welfare, association ougandaise à base communautaire pour la protection de l'enfance. Les collectivités sont toutes disposées à aider. Leur gros problème, c'est que ceux qui interviennent sont les grands-parents âgés ou bien d'autres personnes, hommes et femmes, eux aussi d'un âge très avancé. Et puis tout le monde est très pauvre. Je dirais même vit dans le dénuement le plus complet. Et personne n'est en mesure d'apporter une aide efficace à ces enfants. C'est là où nous voulons intervenir. Pouvons-nous aider ces gens qui s'efforcent sous une forme ou sous une autre d'apporter leur aide et pouvons-nous, en tant que collectivité, établir des programmes susceptibles de mobiliser des tiers? Pouvons-nous apporter à ces gens un soutien dans le cadre communautaire? Il faut cultiver, travailler la terre de ces gens, faire pousser des cultures vivrières, aider les enfants à aller à l'école, aider à leur inculquer des connaissances aussi bien théoriques que pratiques, tout cela dans le cadre communautaire. Sommes-nous les membres d'accord d'utiliser les ONG locales et internationales? Pas d'objection? Les organismes locaux et internationaux qui s'emploient à aider les orphelins doivent coopérer s'ils veulent utiliser au mieux le peu de ressources. L'UCOBAC coordonne les efforts des différents groupes et s'assure qu'ils ne font pas simplement la même chose. Elle veille dans la mesure de ses moyens à ce que l'aide destinée aux orphelins serve à la réalisation de projets à la fois efficaces et durables. À cet effet, elle encourage les grands organismes à faire appel à des petits groupements établis sur place et à tirer ainsi parti de l'énergie et des connaissances spécialisées que peut offrir la collectivité. À Kabonera, un groupe de femmes a transformé un ancien bar en orphelinat de jour. Il accueille maintenant une centaine d'enfants qui viennent y chercher aide et soutien. L'hygiène n'est pas le seul objectif de cette séance hebdomadaire de toilettes collectives qui offre également l'occasion de se renseigner sur les conditions de vie des enfants. Dans tout le pays, le fait que ce sont les femmes qui traditionnellement s'occupent des enfants les a projetés en première ligne dans la crise actuelle. Les enfants se sentent à l'aise parce que nous sommes toutes des femmes. Ils grandissent bien mieux quand ils sont élevés à notre façon. Tout ce que nous leur disons, ils le comprennent. Nous y avons pensé entre nous. Nous avons pensé qu'en tant que mère de la patrie, nous devions nous occuper de ces orphelins, d'en prendre soin et de leur apprendre ce que leurs parents leur auraient appris s'ils avaient vécu. Quand nous avons vu que les enfants souffraient beaucoup, nous avons eu l'idée d'ouvrir une petite école pour eux.
Cela a été difficile parce qu'il nous a fallu louer une maison et payer l'instituteur. Une organisation nous aide, mais c'est encore difficile parce que le nombre d'enfants augmente chaque jour. L'école créée par les femmes peut constituer un atout déterminant pour ces orphelins, souvent obligés de quitter l'école parce qu'ils ne peuvent payer les frais de scolarité. Et pourtant, ce qu'elle peut leur offrir est lamentablement insuffisant, faute d'argent pour acheter des meubles, des livres ou du papier à écrire. Pour Charles, le frère de Semambo, ce centre de jour a été vital, car il y a trouvé des amis et un soutien affectif, et il y a acquis de nouvelles qualifications. Les enfants y apprennent un métier manuel. Brosses et tapis ne coûtent rien à fabriquer et ils peuvent être vendus ou utilisés à la maison. Les femmes ont utilisé leur propre argent pour créer le centre, mais il leur en faut absolument plus. Sur ce terrain, elles ont l'intention de faire pousser des cultures vivrières pour les enfants et ont invité Fred Wadje, ingénieur agronome de World Vision, pour lui montrer ce qu'elles font, dans l'espoir qu'il les aidera à réaliser leurs projets. Il aurait mieux valu que vous disposiez dès que possible d'un tracteur pour retourner la terre avant de planter les patates douces. Au fait, voulez-vous également planter des fèves? Oui, des fèves et du manioc. Et alors, qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous voulez les consommer ou les vendre? C'est uniquement pour nourrir les orphelins. S'il y a du surplus, alors nous le vendrons. Des initiatives communautaires telles que celle du centre de Kabonera offrent aux organismes d'aide l'occasion de secourir les enfants les plus directement touchés parce qu'ils ont perdu leurs parents morts du sida. Nous sommes prêts à les aider si elles peuvent nous dire ce dont elles ont besoin. Par exemple, elles veulent que la terre soit de nouveau labourée. Nous sommes prêts à payer le propriétaire d'un tracteur pour venir faire ce travail. Et si elles ont besoin de semences, elles nous indiquent combien il leur en faut, combien de kilos, et alors nous les leur apporterons. Les femmes ont demandé aux tailleurs du village d'apprendre aux orphelins à coudre. Savoir coudre aidera peut-être cette jeune fille à faire face aux difficultés qui l'attendent dans les années à venir. Pour les orphelins, la formation professionnelle revêt un intérêt particulier et les organismes d'aide peuvent sur ce plan intervenir de façon efficace. Le type de formation professionnelle que nous envisageons ne consiste pas à créer un grand institut technique ou une grande école professionnelle. Il s'agit plutôt de trouver un forgeron dans le village, ou bien un tailleur ou un charpentier, et de l'aider à se charger de quelques enfants et à les former progressivement. Un apprentissage en quelque sorte. Avec un peu de prévoyance, les familles des orphelins peuvent également leur donner une formation professionnelle utile. Les parents qui se savent condamnés engagent une course contre la montre pour transmettre à leurs enfants, avant qu'ils ne deviennent trop malades, leurs connaissances les plus précieuses. Gérard et son jeune frère apprennent à faire de la bière pour la vendre dans le village. John, leur père, qui a le sida, leur montre comment faire. C'est un moment crucial pour la famille, lorsqu'elle doit préparer les enfants au mieux de ses moyens à affronter l'avenir. Il est important, par exemple, que le père fasse un testament pour s'assurer qu'ils garderont la terre qui est légitimement la leur. Gérard doit soigner sa mère, Fausta, qui a elle aussi le sida et qui est maintenant très malade. Tu as bien brassé la bière? Ça y est. Avez-vous fini pour la journée? Oui, nous avons fini. J'en ai fait suffisamment pour 2 jours. J'en ai fait 2 lots. Tu as vraiment travaillé très vite. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux que je te mette un peu de vaseline? Oui, mets-moi un peu. J'ai mal partout. Tout mon corps est sec, tu vois. Il n'y a plus une goutte de sang. Puis-je avoir un peu de jus d'orange?
Sœur Ursula estime que l'on peut et que l'on doit faire beaucoup pour soulager la détresse des parents lorsque le moment de leur mort approche. J'ai vu beaucoup de patients avant qu'ils ne meurent, et pour autant que je m'en souvienne, aucun n'a jamais eu peur de mourir. Mais ce qui les inquiète vraiment, ce sont leurs enfants. Je ne vois pas pourquoi un enfant devrait voir mourir ses parents de la diarrhée, alors qu'un simple médicament suffit pour l'arrêter. Pourquoi il devrait voir son père ou sa mère se gratter à mort? Pourquoi il devrait les voir mourir de façon aussi peu digne, alors que les médicaments tout simples peuvent les garder en vie? C'est pourquoi je suis profondément convaincue qu'il faut empêcher ces enfants de devenir des orphelins aussi longtemps que possible. Pour un petit enfant, chaque jour compte et il est absolument crucial de lui garder son père et sa mère aussi longtemps que possible, surtout sa mère. L'hôpital de Kitovu aide ces enfants destinés à devenir des orphelins en prolongeant la vie de leurs parents dans des conditions aussi confortables que possible. Leur équipe de santé itinérante visite les familles de la communauté et leur dispense des médicaments et un traitement simple. Ils viennent voir la famille de Gérard une fois tous les 15 jours. Voici notre Fausta. Fausta Nassoune. Oui, madame. Alors, Fausta, comment allez-vous? J'ai très mal. Toutes mes articulations me font mal. Pouvez-vous vous asseoir? Oui, je peux. John et le plus jeune enfant de Fausta ont peut-être eux aussi les sida. À l'avenir, c'est Gérard qui devra s'occuper des petits. L'équipe de Kitovu lui a présenté un conseiller qui l'aide à s'organiser pour l'avenir. Joseph est l'un de 260 agents communautaires formés par les équipes itinérantes de lutte contre le sida attachées à l'hôpital de Kitovu. Voilà comment j'avais envisagé la chose. J'avais pensé que je pourrais me faire aider par quelqu'un. J'y arriverais si quelqu'un prenait soin des petits. Ce quelqu'un, c'est simplement une amie ou vous allez vous marier avec elle? Ce sera ma femme. Quand pensez-vous vous marier? Comme vous le voyez, vos parents sont malades et nul ne sait quand Dieu va les rappeler à lui. Quand pensez-vous vous marier? C'est parce que vous pensez que vous aurez ainsi quelqu'un pour vous aider? Je voulais encore y réfléchir un peu. Cette année, je voulais vraiment y mettre. Et comme vous le voyez, je ne peux pas vraiment me faire aider parce que je ne travaille pas. Vous voyez comment c'est. John et Fausta demandent dans leur prière de vivre assez longtemps pour aider Gérard à se marier et créer un foyer pour les petits. Mais ils n'ont plus beaucoup de temps. Dans cette famille, les soins médicaux permettent de ralentir la progression du sida et de gagner de précieux mois pour préparer l'avenir. Des millions d'enfants n'auront pas d'enfance à cause du sida. L'éducation est le seul moyen d'empêcher la maladie de détruire aussi leur vie d'adulte. Les équipes de Kitovu organisent chaque mois des journées de sensibilisation. Aujourd'hui, ils sont à Kabonera. Qui, à votre avis, n'est pas infecté? Levez la main et indiquez le ou là du doigt. Regardez, faites marcher votre tête. Oui, oui, viens par ici et mets ton doigt dessus. Celui-ci? Celui-là? Oui. Pourquoi penses-tu qu'il n'est pas infecté? C'est lui? Oui. Pourquoi penses-tu qu'il ne l'est pas? Parce qu'il est gros. Parce qu'il est gros? Et aussi parce que c'est un soldat? Non, non les enfants. Vous savez, même un soldat peut être infecté. En travaillant par petits groupes, les conseillers peuvent briser les tabous sexuels. Ils encouragent les enfants à parler en toute liberté des relations intimes entre hommes et femmes et à chercher les moyens de se protéger contre les virus. Des échanges de points de vue ouverts permettent de susciter une prise de conscience qui permettra peut-être à cette génération ne fût-ce que d'éviter de refaire les erreurs de ceux qui les ont précédés.
Cela prendra du temps, mais il faut commencer. Et ce que j'espère, c'est que ces enfants, ces adolescents, si on peut les convaincre, peut-être qu'ils y réfléchiront et avec un peu de chance, convaincront leurs amis et que cela aura une sorte d'effet de proche en proche dans la communauté. C'est ce que j'espère. Nous ne pouvons qu'essayer, mais nous devons le faire. Au moment d'affronter la mort, les parents de ces orphelins ont dû se trouver remplis à la fois d'espoir et de crainte parce qu'ils n'ont pas pu achever d'élever leur progéniture. Il faut donner à la collectivité les moyens de le faire pour eux et tout à la fois satisfaire les besoins et protéger les droits de ces enfants pour préserver l'avenir. Nous devons protéger davantage ces jeunes que les adultes. Sinon, notre pays disparaîtra. Our country will perish.